Bonjour à tous, merci d'être encore avec nous là dans cette soirée de deuxième journée de notre première université de l'engagement. On est un petit peu en retard, comme ils disent à la télé, c'est les aléas du direct. Je vais introduire très très rapidement la conférence qui suit. Cette université est une série d'exploits, hein. Vous ne les voyez pas tous, mais toute l'équipe est mobilisée derrière, les exploits techniques, les exploits de réactivité, les exploits aussi des partenaires qui sont mobilisés à toute vitesse. Et cette conf n'est pas le moindre des exploits. Réussir à choper Martin en ce moment pendant une demi-heure, c'est pas très facile. Je dirais pas que c'est une surprise. C'est pas une surprise parce que Martin est DG de la PHP, mais il est président de l'Institut de l'engagement et il est toujours là pour l'Institut et il est là à chacune de nos universités. C'est quand même un petit exploit et je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Martin, je te laisse. Martin a dit qu'il fallait absolument qu'il fasse cette conf en disant « elle vous concerne tous ». Martin. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je me suis inséré dans le programme. Donc, merci à toutes celles et à tous ceux qui sont là. Sur une mini-conférence, il me semblait important d'essayer de partager en un quart d'heure de présentation, puis un quart d'heure de réponse, les enjeux de la période actuelle sur le Covid-19, sur la fin du confinement, le déconfinement progressif, les risques et la manière dont nous, on le voit, des grands hôpitaux parisiens. Donc, vous savez que la caractéristique est d'être dans la région qui a été le plus touchée, pour laquelle il y a un tiers des malades en réanimation qui sont en région Île-de-France, à un niveau qu'on n'avait jamais imaginé, puisqu'on a tangenté les 3000 malades en réanimation, alors même que on dispose normalement de 300-400 places au grand maximum de réanimation, de places de réanimation. Il faut que tu cliques sur le direct. Depuis quelques jours, on voit décroître le nombre de malades. Donc, on a atteint le 1er avril le moment où on avait autant de malades qu'on avait de lits. Puis ensuite, on a ouvert quelques lits supplémentaires, on a encore monté, on a fait quelques transferts. Et puis, depuis quelques jours, on récupère un peu de place parce qu'il y a des patients malheureusement qui décèdent, des patients qui guérissent, des patients qui peuvent sortir de réanimation, mais que globalement, on a un peu plus de place. Et la hantise de tout le monde, c'est... Pardon. Ma hantise immédiate, c'est que mon téléphone tombe en panne de batterie. La hantise de tout le monde et notre hantise à nous, c'est de nous retrouver à nouveau dans une situation où on pourrait revoir le nombre de malades graves augmenter largement. Et ce nombre de malades graves dépend de la circulation du virus. Le confinement a fait diminuer la circulation du virus, mais elle n'a pas fait arrêter la circulation du virus. On imagine, on estime qu'en France entière, il y a chaque jour à peu près 5000 nouvelles contaminations. Et que rien que pour l'Île-de-France, il y en a 2000 par jour qui se produisent. Alors c'est beaucoup moins qu'il y a 3 semaines ou qu'il y a 1 mois et demi, à une époque où d'ailleurs on ne savait pas vraiment estimer le nombre de contaminations, mais c'est encore beaucoup. Et ces nouvelles contaminations interviennent dans une population, la population générale, qui malgré le grand nombre de malades, est très majoritairement une population qui n'est pas immunisée contre le virus. Être immunisé contre le virus, il n'y a qu'une seule solution, c'est de l'avoir eu et de s'en être remis. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas d'autre manière d'être immunisé. Et on estime que là aussi, sur la France entière, il y a à peu près 6% des habitants qui sont immunisés contre le virus. Qu'en région Île-de-France, c'est à peu près 12%, des estimations qui ne sont pas certaines sur ce virus sur lequel on a encore beaucoup d'inconnus, beaucoup de difficultés pour mesurer les choses. Et donc, que l'immense majorité de la population, 88% de la population, est par rapport au virus aussi vulnérable qu'elle ne l'était avant le confinement. Et donc, on en déduit facilement que si on se contente de dire un jour donné, le confinement s'arrête et la vie reprend comme avant, la même escalade qu'on a connue au cours des dernières semaines se reproduirait
et serait encore plus difficile à prendre en compte, puisqu'elle ne se ferait pas à partir d'hôpitaux prêts à recevoir les patients, mais d'hôpitaux déjà sursollicités par les patients qu'ils ont accueillis pendant ce qu'on peut appeler la première vague qui a eu lieu jusqu'à présent. Et donc, en faisant ce raisonnement, beaucoup de gens se sont dit, des experts, et les gens qui travaillent dans les hôpitaux, puis aussi ailleurs, mais nous, on s'est dit très profondément, il faut qu'on arrive à agir le plus tôt possible sur ces contaminations, et donc qu'on agisse autrement que la manière dont on agissait aujourd'hui. Aujourd'hui, comment on agit? Aujourd'hui, quand quelqu'un est diagnostiqué avec porteur du virus, le diagnostic se faisant de deux manières, pardon. Une manière qui est simplement une présomption à partir des symptômes. La deuxième manière étant d'avoir fait un test qu'on appelle PCR, c'est-à-dire mettre un écouvillon dans le nez et analyser cet échantillon, cet écouvillon, et regarder si le test montre la présence de virus, tests qui sont d'ailleurs faussement négatifs dans quasiment un tiers des cas, donc qui ne donnent jamais des certitudes complètes. Quand il est positif, on sait que le patient a le virus. Quand il est négatif, il y a une chance sur 3 qu'il l'ait quand même, même si on ne l'a pas vu. Donc, jusqu'à présent, un patient, parce qu'il a les signes cliniques ou parce qu'il a un test positif, est catégorisé comme patient positif. On lui dit de faire attention, on lui dit de rester chez lui si ça n'est pas grave. On fait un suivi par téléphone en l'appelant tous les jours, en lui faisant répondre à un questionnaire tous les jours, ce qui est le cas aujourd'hui de 50 000 personnes en Île-de-France qui sont branchées sur un système qu'on appelle Covidom, Covid à domicile. Et puis, si la situation s'aggrave, on les envoie vers les hôpitaux ou vers les services de réanimation des hôpitaux. Mais c'est à peu près tout ce qu'on fait. Et donc on s'est dit, il faut faire autre chose, c'est-à-dire non seulement repérer ceux qui ont déclaré leurs symptômes ou qui ont un test positif, mais il faut aussi aller en chercher d'autres, c'est-à-dire s'orienter vers ceux qui ne vont pas vers le médecin, par exemple quelqu'un qui va juste chez le pharmacien pour acheter des médicaments parce qu'il a un peu de fièvre sans avoir pensé par le Covid, il faut que cela en puisse être détecté, ou d'autres patients, allô, comme cela, excusez-moi, j'avais un appel, et donc aller en trouver le plus possible. On sait déjà que par ceux qui se manifestent près du système de soins, il y en a déjà beaucoup par 1000 et 2000 nouvelles contaminations par jour, et donc c'est intéressant de s'occuper d'eux. S'occuper d'eux, ça veut dire, du coup, leur dire regardez dans quelles conditions ils vivent, quels sont leurs entourages, quels ont été leurs contacts au cours des derniers jours, et de remonter l'enquête policière pour pouvoir aller dépister non pas simplement celui qui est venu à l'hôpital ou chez son médecin généraliste ou chez son pharmacien, mais ceux qui vivent avec lui, ceux qu'il a vus dans son environnement professionnel, ceux avec lesquels il a passé un temps de plus d'un quart d'heure, pour pouvoir eux-mêmes aller les dépister, et dans l'un et l'autre cas, de pouvoir prendre des mesures d'isolement. C'est-à-dire, d'abord, leur permettre d'avoir en priorité accès aux masques, en priorité accès aux solutions hydroalcooliques, et puis avoir accès à des conditions d'isolement qui ne soient pas trop pénibles, c'est-à-dire leur proposer, par exemple, s'ils peuvent vivre chez eux, d'aider à s'organiser chez eux pour qu'ils n'aient pas de contact avec leur famille, leur faire leurs courses pour éviter qu'ils aient à sortir, ou si on voit que c'est trop compliqué, leur proposer d'aller habiter dans un hôtel ou dans un centre d'hébergement pour qu'ils puissent être isolés et pris en charge correctement. Quand on regarde cela, on s'aperçoit donc qu'il faut le plus rapidement possible pouvoir intervenir auprès de 2000 personnes chaque jour. Et donc, on est en train de s'organiser pour pouvoir faire cela. Alors, s'organiser, c'est la première étape du raisonnement, c'est de se dire, il faut que tout le monde participe à cela. Donc, on a proposé aux collectivités locales, aux villes, aux départements, à la région,
de s'associer à cette démarche. On a proposé que l'ensemble des professionnels de santé qui travaillent à l'hôpital, qui travaillent en ville, qui travaillent dans un centre de santé, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient pharmaciens, qu'ils soient étudiants, puissent participer à cela. On s'est dit que pour intervenir et que pour apporter des solutions d'hébergement, de nourriture, de recommandations, il fallait pouvoir avoir des équipes qui aillent vers les personnes. Et donc, on s'est associé à la Croix-Rouge, à la Protection civile, à Médecins sans frontières, à différentes associations, pour pouvoir ensemble constituer ces équipes. On s'est dit qu'il fallait pouvoir former des intervenants pour pouvoir venir à domicile. Donc, on a monté des centres de formation où viennent des volontaires ou des professionnels qui ont besoin d'une profession complémentaire pour pouvoir être formés à c'est quoi le Covid, c'est quoi les gestes barrières, c'est quoi les recommandations qu'on peut donner, comment on doit se comporter avec des gens qui sont moins informés, qui ont des difficultés sociales, et qu'on puisse d'un seul coup prendre en compte leurs problèmes sanitaires. Ils ont besoin d'un test, ils ont besoin de conseils, ils peuvent avoir besoin de médicaments, ils peuvent avoir besoin d'un suivi médical, organiser tout cela, prendre en compte leur dimension de leur environnement, comment ils vivent, comment ils pourraient vivre, quel est le risque de la manière dont ils vivent, vers qui faut-il aller ensuite, prendre en compte leurs problématiques sociales. Est-ce qu'ils vivent dans un appartement? Est-ce qu'ils vivent dans un foyer? Est-ce qu'ils vivent dans un campement? Est-ce qu'ils vivent dans des conditions précaires? Et pouvoir apporter toutes ces réponses. Et on organise cela dans un programme qui s'appelle Covisan, auquel sont associés tous ces acteurs et qui vit une sorte de course de vitesse en se disant plus rapidement on aura été capable d'intervenir auprès du plus grand nombre, plus rapidement on aura réussi à faire ce que les épidémiologistes appellent casser les chaînes de transmission. On isole, on casse les transmissions, on met, si je puis dire, de côté dans des conditions volontaires, dignes, du plus grand confort et avec le plus grand accompagnement possible les personnes qui sont susceptibles d'être contaminantes, qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas, qu'elles soient jeunes ou qu'elles soient plus âgées. Pour certains qui peuvent travailler à l'hôpital, et on va leur proposer aussi de dormir à l'hôtel pendant une certaine période plutôt que de rentrer chez elles, ou de regarder comment ça se passe à leur domicile, ou d'aller tester leur entourage, pour faire en sorte que le déclin naturel jusqu'au 11 mai soit accéléré, que le plus grand nombre de personnes soient rentrées dans ce programme, toutes catégories, qu'on soit allé aussi vers celles et ceux qui ont du mal à venir vers les autres ou vers le système de santé ou même vers le système social, et puis qu'on soit capable de continuer cela avec la même ampleur après le 11 mai. Alors, pourquoi je voulais vous en parler? Je voulais vous en parler parce que vous pouvez être concerné comme patient ou comme contact. Vous pouvez donc vous retrouver dans une situation dans laquelle vous-même pouvez avoir les symptômes, vous-même pouvez connaître quelqu'un qui a un symptôme, vous-même pouvez avoir été en contact avec quelqu'un qui a eu un symptôme, aujourd'hui, dans 3 jours, dans 8 jours, dans 15 jours, dans 1 mois ou dans 2 mois. Donc, vous pouvez être concerné par cela. Deuxième chose, vous devez comprendre pourquoi et pouvoir être à même de poser toutes les questions. Parce que si je fais une petite parenthèse, une des grandes caractéristiques du Covid-19, c'est que les experts eux-mêmes se sont retrouvés pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, avec plus de questions que de réponses, et que l'ensemble de la population se posait les mêmes questions pratiquement au même moment. Et donc des questions qui pouvaient être pertinentes. On parle souvent de démocratie sanitaire. Là, on a une sorte d'exemple de e-démocratie sanitaire où beaucoup de gens, parce qu'ils écoutaient les experts et voyaient leurs hésitations, parce qu'ils étaient confrontés dans leur vie quotidienne, parce qu'ils voyaient des choses eux-mêmes ou encore une fois, se posaient des questions, posaient eux-mêmes les questions via les réseaux sociaux, via toute une série de boucles d'informations qui nourrissaient elles-mêmes les interrogations des experts et qui conduisaient à mélanger les incertitudes pour éviter des fausses certitudes. On voit par exemple que les questions sur le port des masques, sur
Est-ce qu'on est contaminant avant même d'être symptomatique? Ce sont des questions qui sont apparues aussi vite dans la population générale que chez les experts. Donc il est extrêmement important que la population dite générale, vous par exemple, qui faites partie de la population générale, vous ayez le même degré d'information sur les raisonnements qu'on conduit et peut-être les erreurs de raisonnement qu'on peut faire pour pouvoir participer, contribuer, interroger. Et puis l'autre raison, c'est que vous êtes parmi la population générale des personnes engagées qui pourraient avoir envie ou le besoin de vous engager aussi dans ce type de programme, parce que vous pourrez participer à repérer, à détecter, à accompagner, à faire partie d'équipes d'intervention au fur et à mesure qu'elles s'élargissent, à participer à ces formations, à sensibiliser d'autres personnes dans cet environnement où la lutte contre le Covid, elle concerne tout le monde. Tout le monde peut jouer un rôle personnel, un rôle vis-à-vis de ses proches, un rôle dans son quartier, un rôle dans son environnement, et que vos engagements actuels peuvent vous conduire à vous retrouver impliqués, ou vos engagements futurs vous permettront peut-être de vous impliquer davantage, si vous le souhaitez, dans cette période-là. Et donc, ces deux raisons faisaient que je souhaitais pouvoir partager ça avec vous. J'étais peut-être très long, j'étais peut-être très rapide, ou trop confus, mais j'espère avoir fait passer le message essentiel, c'est-à-dire vous permettre de poser les questions et qu'on puisse interagir pendant quelques temps. C'est très intimidant. Merci Martin. C'est intimidant encore, tu vois pas le chiffre qui s'affiche des gens qui te regardent. Il y a plein de questions évidemment et j'imagine que tu auras du mal à répondre à toutes. La première question, celle qui arrive le plus souvent, c'est mais le déconfinement, ça va marcher comment? Comment on fait pour pas casser tout ce qui s'est passé jusqu'à présent en déconfinant? Est-ce qu'il faut déconfiner par région? Est-ce que les gens fragiles vont pouvoir sortir? Bref, toutes les questions sur les déconfinements. Et y compris la question, est-ce que le déconfinement n'intervient pas trop vite? Alors, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions sur le déconfinement, parce que vous avez vu que tout le monde y travaille et que les conditions dans lesquelles cela va se faire sont pas encore déterminées. Il y a les mêmes hésitations que celles que vous exprimez ou celles que j'ai exprimées. Juste un mot là-dessus. Du côté de... Moi, ce qui m'a frappé en discutant avec les experts, y compris ceux qui étaient les plus précautionneux, si je puis dire, c'est que ça fait assez longtemps qu'ils disent que le déconfinement ne peut pas durer trop longtemps. Le confinement, pardon, ne peut pas durer trop longtemps. Parce que le confinement a d'un côté des avantages. Effectivement, il a réduit les chaînes de transmission, il a permis de faire décroître le nombre de patients, mais il a aussi toute une série d'inconvénients. Il déprime une partie de la population, il rend les conditions de revenus d'une partie de la population extrêmement difficiles, et plus on est précaire, plus la précarité s'accroît. Donc il a des effets négatifs, pas seulement sur l'économie, mais également sur la santé physique et la santé mentale. Donc bien avant que le déconfinement soit à l'ordre du jour des pouvoirs publics, les épidémiologistes ou les médecins disaient de toute façon, il faudra ne pas laisser le confinement tel qu'il est trop longtemps. Et donc le message qu'ils faisaient passer, c'est qu'on ne peut pas rester avec comme les deux seules armes, d'un côté le confinement pour tout le monde, de l'autre des lits de réanimation dont le nombre s'accroîtrait à l'infini, mais qu'il faut une troisième chose. Et que cette troisième chose, c'est, on pourrait dire, le surconfinement pour certains ou la surattention pour certains, pour pouvoir mieux, encore une fois, identifier et isoler celles et ceux qui peuvent propager le virus pour permettre à d'autres de pouvoir avoir un degré de liberté supplémentaire. Et cet isolement, ce n'est pas un isolement pour des mois, c'est un isolement pour 15 jours. Donc le raisonnement, c'est qu'il vaut mieux essayer d'isoler le plus de personnes pendant des périodes de 15 jours que d'isoler mal l'ensemble de la population pendant des mois infinis.
Et cette vision a été renforcée par le fait qu'on a pu officiellement ou statistiquement se rendre compte il y a peu de temps qu'effectivement, c'est ce que je disais au départ, une faible partie de la population est immunisée. Et donc, si on attendait le jour où toute la population serait immunisée, il faudrait attendre deux choses. Soit effectivement que, au fur et à mesure, les fuites de confinement fassent que, et ça prendrait des années, on passe à 60% d'immunisation, soit attendre que le vaccin arrive, et le vaccin, on ne sait pas dire s'il arrivera dans 1 an ou 18 mois, ou dans 2 ans et demi, ou dans 3 ans, ou jamais. Donc dans ces conditions-là, cette idée qu'il faille d'emblée rajouter au confinement une autre méthode qui permette d'alléger le confinement est quelque chose qui, je crois, fait à peu près consensus. Ensuite, pour éviter que le déconfinement se passe mal, il faut effectivement qu'il soit progressif, qu'on ne se précipite pas à se retrouver avec... Pardon. Hop, je vais remettre un peu de jus dans l'affaire. Moi, j'en ai encore, mais mon téléphone, quelquefois, en manque. Donc, il faut éviter qu'on reprenne les habitudes d'avant et il faut faire ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, moi, je serais plus confortable si je sais dans 10 jours qu'effectivement, on arrive à intervenir et à casser 800, 1000 chaînes de contamination chaque jour, que de savoir que on est toujours autour de 2000 contaminations chaque jour en région Île-de-France. Une autre question. Comment se fait-il que les hôpitaux allemands aient beaucoup plus de lits de réanimation qu'en France? Et est-ce que les coupes budgétaires décidées par les gouvernements successifs dans le système de santé publique ont leur part de responsabilité dans l'ampleur de la crise? Alors, sur les hôpitaux allemands, la vraie question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont compté à peu près autant de personnes contaminées et qu'ils comptent moins de morts. En fait, aujourd'hui, personne n'a une explication claire à cela. On ne sait pas si c'est parce que le virus est plutôt diffusé chez des jeunes plutôt que chez des personnes âgées. C'est probablement pas lié au nombre de lits de réanimation. Alors pourquoi je dis cela? Parce qu'effectivement, comme je l'expliquais au tout début, il n'y a aucun moment où on s'est retrouvé avec pas assez de lits de réanimation. On a tangenté le moment où on y arrivait, mais pas le moment où il nous manquait 5000 lits de réanimation qui auraient fait la différence entre les 4 ou 5 000 lits morts en Allemagne et les 10 000 morts en France à un moment donné. Donc c'est probablement pas la question du nombre de lits de réanimation. C'est des choses qu'on va comprendre dans les semaines qui viennent. Peut-être que l'explication la plus probable, c'est qu'ayant fait beaucoup plus de tests que nous, ils ont pu casser davantage de chaînes de transmission que nous, que, encore une fois, la population concernée ne devait pas exactement la même, mais personne, il n'y a aucune publication scientifique pour expliquer la différence allemande par rapport à la différence de la France, de l'Italie, de l'Espagne ou de l'Angleterre. L'Angleterre, on voit plus clairement parce qu'ils ont une stratégie vraiment différente des autres, etc. Ensuite, sur la situation française, est-ce que les difficultés? Moi, je dirais aujourd'hui, ce que je disais déjà avant la crise, que la grande faiblesse en France, à mes yeux, n'est pas le nombre de lits, mais l'insuffisante rémunération des métiers soignants à l'hôpital, et en particulier des infirmiers, des infirmiers de réanimation, etc. Et il faut comprendre qu'on a entamé la crise, il y a la crise Covid, donc il y a 2 mois et demi maintenant, alors même qu'il nous manquait du personnel, et on savait qu'il nous manquait du personnel parce que les conditions de rémunération, et particulièrement en Île-de-France, faisaient que les infirmières ne voulaient plus passer leur carrière et après 1 an ou 2 ans ne quittaient l'hôpital pour faire autre chose, pour aller travailler ailleurs. Et ça, c'est vraiment le fait qu'on est un certain nombre à dire le système ne peut pas tenir
en payant moins bien les infirmières que dans les autres pays européens et moins bien que les autres métiers. La chose extraordinaire qui s'est passée, c'est que tous ceux qui étaient là et qui avaient essayé de faire valoir cela, beaucoup d'infirmières, de médecins qui faisaient grève, au lieu de dire on vous l'avait bien dit et du coup on ne va pas se décarcasser, on dit peu importe si on l'avait bien dit ou pas, de toute façon on va se décarcasser et on fait le maximum. Et que par ailleurs on a réussi à avoir des renforts qui fait que les trous que nous avions, nous les avons comblés à une vitesse record. Et ça, c'est la chose extraordinaire. La deuxième chose, donc première faiblesse, je dirais, du fait que nous rémunérons mal les métiers, et notamment les métiers infirmiers et aides-soignants à l'hôpital public en France par rapport aux autres pays, nous mettait en position de faiblesse qui était prévisible. Et cette position de faiblesse aurait pu être fatale. Et grâce au dévouement, au sens professionnel, à la solidarité, elle a été surmontée jusqu'à présent. Et puis, deux éléments de faiblesse, c'est la circulation du virus, elle n'est pas liée à la taille des hôpitaux, au nombre des hôpitaux. Elle se fait ailleurs. Et probablement, ce qu'on dit aussi depuis des années, qu'en France, on ne s'intéresse pas beaucoup à la prévention. Que par exemple, quand l'épidémie de grippe arrive, eh ben, il n'y a pas beaucoup de gens, y compris dans les hôpitaux, qui mettent des masques, qui vérifient s'ils sont vaccinés, qu'ils se lavent vraiment les mains à la friction hydroalcoolique. Ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, qui trouvaient que l'hygiène, c'était un truc, hygiène beaucoup moins noble que greffe du foie. Et donc, c'était pas quelque chose auquel on faisait particulièrement attention. Et que cette dimension de santé publique ou de prévention est moins présente en France qu'elle ne peut l'être dans d'autres pays. Et donc ça, c'est quelque chose d'où nous payons un peu le prix et qu'il faudra rattraper, parce que ce qui est par ailleurs extraordinaire, c'est que la conversion de tous à cela a été spectaculaire et rapide. Il faut qu'elle soit durable. Pardon pour mes réponses longues, mais je ne sais pas répondre en 2 mots à vos questions. Beaucoup de questions, Martin, sur les choix politiques, et en particulier des questions qui tiennent aussi bien au délai de réaction, pourquoi ne pas avoir réagi dès janvier ou février, des questions qui parlent des questions sur la communication du gouvernement, aussi bien concernant le Covid en général que le confinement ou le déconfinement. Alors, je ne vais pas répondre directement à cette question-là, comme je ne le fais jamais à la radio, à la télévision ou nulle part, pour une raison assez simple. C'est, pendant les crises, il y a des acteurs qui sont impliqués pour gérer la crise, dont font partie les chefs de service à l'hôpital, le directeur des hôpitaux, le directeur de l'assistance publique, le directeur des agences régionales de santé, les ministres, etc. Sur lesquels on peut, entre nous, pouvoir avoir des désaccords ou se dire, soit pour nous-mêmes, tiens, on aurait dû faire ça avant, soit pour les autres, tiens, ils auraient pu faire ça avant. Ces questions-là, les discuter juste pour pointer rétrospectivement ce qu'on aurait pu faire il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, ça contribue à semer éventuellement la zizanie, l'inquiétude ou la défiance. Et je pense que c'est contre-productif en période de crise. Qu'ensuite on puisse pousser des coups de gueule pour convaincre de faire quelque chose, ça oui. Moi je l'ai fait à un moment donné, à plusieurs reprises, mais à un moment donné assez fort, vers la... Pardon. Hop. Je l'ai fait à un moment donné, au moment où je sentais qu'on allait déborder, si des décisions n'étaient pas prises. Et je n'arrivais pas à ce que ces décisions se prennent. Et donc, je suis intervenu publiquement pour dire, si on ne prend pas ces décisions-là, il va y avoir des choses catastrophiques. Mais pas pour dire, ah, j'ai oublié de vous dire, mais s'il y a 3 semaines, un tel ou une telle avait fait autre chose, ça serait différent. Voilà. Et donc, je pense qu'il sera utile pour tout le monde. Et moi, je serai aussi du côté de ceux dont on regardera ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit. Ça, c'est l'élément important, ce qui explique pourquoi je ne répondrai pas maintenant à ces questions-là. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans cette période, avec ce virus sur lequel on apprend des choses tous les jours, tout le monde
Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui puisse dire « j'avais tout prévu, j'avais indiqué ce qu'il fallait faire et je n'ai pas changé d'avis ». Y compris parmi les experts. Et parmi les experts les plus compétents. Ça ne veut pas dire qu'ils soient incompétents, ça veut dire que ce virus a un fonctionnement, un comportement, un mode d'attaque, un mode qui est tellement atypique que tous les gens qui raisonnaient par rapport au modèle précédent ont été pris de court à un moment ou à un autre. Y compris, on a vu les mêmes dire ça ressemble à la grippe, puis finalement il faut faire beaucoup de choses, puis finalement il faut refaire la moitié des choses, etc. Chez les mêmes personnes, il y a eu ce changement. Et alors, on le voit d'ailleurs, y compris aussi dans la difficulté de pouvoir gérer les recommandations avec l'application des recommandations. Ce que tout le monde a compris qu'il se passait, par exemple, pour les masques, de se dire, on ne sait pas si dans le fort intérieur de ceux qui faisaient les recommandations, il y avait effectivement les masques sont inutiles, ou bien si je disais qu'ils étaient tellement utiles, je serais embarrassé pour l'étape suivante, puisque je n'en aurais pas assez à distribuer. Voilà, donc c'est assez compliqué de savoir ce qui s'est passé, on le saura plus précisément en analysant toutes ces choses-là, mais ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde a été pris d'une certaine manière au dépourvu par rapport à ce qu'on pouvait prévoir à un moment donné. Justement, il y a une question d'un lauréat qui dit on a été en mode réactif. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le système de santé pour être capable de passer en mode préventif? Là aussi, c'est difficile de répondre en une phrase et d'être donné une leçon en disant il suffirait de, etc. Je pense que, mais je suis persuadé qu'on y passera, quoi. Je suis persuadé que ça fait des sujets sur lesquels l'avant et l'après est certain. C'est-à-dire qu'on écoutera davantage ceux qui parlent de prévention, qu'on se sentira soi-même davantage acteur de prévention, qu'on mettra plus d'argent sur la prévention, qu'on sera plus attentif à avoir, par exemple, à avoir des réserves, à pouvoir, plutôt que ce que j'expliquais tout à l'heure, devoir former extrêmement rapidement des gens pour intervenir, d'entretenir des volontaires ou des professionnels qui seront formés régulièrement et qui pourront être appelés du jour au lendemain, déjà formés, pour pouvoir intervenir. Et donc que cette, je ne sais pas si c'est le bon mot, cette armée ou ces bataillons de prévention soient réactifs, disponibles, et donc qu'il y ait une réaction pour la prévention qui soit prête tout de suite. Et ça, je n'ai pas de doute qu'il y aura un avant et un après. L'après, il pourrait se produire très vite. On voit de nouvelles questions sur les conséquences du déconfinement, avec des interrogations sur une deuxième vague possible. Et non pas lauréat, mais un très grand monsieur avec une voix très grave qui s'appelle Jacques Berger demande s'il n'est pas souhaitable de réduire la circulation du virus, non pas à zéro, mais à un niveau soutenable. Personne ne prétend savoir le réduire à zéro. Donc oui, effectivement, ce qu'on cherche à faire, c'est un niveau souhaitable qui doit être le plus bas possible, mais vraiment le plus bas possible, même pour les gens qui sont très grands, le plus bas possible. Mais le zéro est malheureusement hors de portée sans vaccin, probablement. Voilà. Mais il faut un niveau très bas. Une lauréate qui s'est engagée comme volontaire dans un EHPAD a vu la direction de cet EHPAD donner des consignes de ne pas appeler les secours et de ne pas appeler le 15 pour les personnes âgées qui étaient touchées par le virus. Est-ce que, à ta connaissance, il y a eu des consignes données, et ça rejoint évidemment toute la polémique qu'il y a eu sur le tri des malades. Est-ce qu'il y a eu des consignes données en amont de l'hôpital aux établissements accueillant des personnes âgées de ne pas alerter les secours?
Alors, c'est difficile à dire, là aussi, c'est des choses qu'il faut regarder, sur lesquelles il faudra enquêter, entendre les uns les autres, parce qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles on a pu peut-être à tort ne pas appeler les secours. Il peut y avoir des situations dans lesquelles on a pu considérer qu'une personne qui, le fait d'être transportée à l'hôpital ne changerait pas grand-chose pour elle et pour son pronostic. Et donc, il fallait mieux l'accompagner là où elle était, dans le foyer, l'EHPAD, la structure gériatrique où elle était. Donc là aussi, je trouve que en tout cas pour ma part, faire des déclarations à l'emporte-pièce, je ne sais pas le faire. Ce que je sais, c'est qu'à l'hôpital, il n'y a effectivement pas eu de consigne. On considère prudemment, et on continue à y travailler, qu'on ne s'est pas retrouvé dans des situations de tri, mais dans des situations dans lesquelles les raisonnements médicaux qui sont faits régulièrement avant de mettre en réanimation, de ventiler artificiellement un patient, on ne le fait pas automatiquement. Quand on estime qu'un patient est trop faible pour pouvoir en avoir un bénéfice, on ne fait pas en sorte qu'il soit maintenu 15 jours, 3 semaines, 1 mois dans une situation artificielle ou dans une situation qui éterniserait une forme d'agonie. Donc ça, c'est des décisions médicales qui sont prises Covid ou hors Covid. Et je crois que la plupart des réanimateurs considèrent qu'ils ont pu rester dans ce type de choix éthique qu'ils discutent collégialement. Et nous avons fait tout de suite un groupe éthique pour qu'ils puissent en discuter et qu'il n'y ait pas des pratiques faites par les uns sans que les autres soient informés et partagés. Petite question internationale quand même. On a l'impression que ça fait 3 virus différents qui nous arrivent de la Chine. Là. C'est quoi cette histoire de Chine? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la Chine? Alors, la Chine est un pays avec une densité extrêmement forte, des modes de vie, à tout ce que vous avez entendu sur le fait que ça n'ait pas été une surprise. Ça fait longtemps que les experts de santé publique et d'épidémiologie et de maladies infectieuses considèrent que les endroits où le risque de naissance d'une pandémie de ce type-là sont les plus importantes se situent vers la Chine. Mais il y a d'autres maladies qui peuvent naître d'Afrique, comme on l'a vu avec Ebola, qui peuvent naître d'Europe, comme on le voit avec certaines pathologies. Et donc, il y a certains types de maladies qui viennent plutôt de zones où la coexistence animaux, hommes, type d'alimentation, densité est forte, d'autres qui viennent d'autres formes de vie ou d'habitat. Et voilà, donc le Covid est venu de Chine. Peut-être qu'on découvrira qu'avant la Chine, il avait fait un passage ailleurs. Je ne pense pas, mais malheureusement, d'autres maladies peuvent venir de tout pays. Et donc, c'est probablement aussi pour ça qu'on parlait beaucoup des interventions au plus près du territoire tout à l'heure. La difficulté de coordination entre pays et entre continents sur la santé est un élément l'OTAN est plus puissant que l'OMS. Comme d'autres crises, celle-ci montre notre exposition aux mauvaises informations. Et donc les lauréats demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations sûres. Et ils se demandent aussi si on peut utiliser les outils numériques à bon escient et comment. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle l'information sûre.
Ce que je veux dire, c'est que même de l'information qui n'est pas censée être une fake news est une information qui peut se révéler fausse quelque temps après. Moi, il y a 2 mois, l'information dont je disposais de très bonnes sources et qui n'était pas une fake news, c'était de dire qu'on était contagieux à partir du moment où on était symptomatique et peut-être par précaution les 24 heures qui précédaient. Aujourd'hui, on considère qu'on est probablement infectieux les 3 jours qui précèdent les premiers signes, ce qui rend la vie compliquée pour tout le monde, parce que prévoir qu'on aura des signes dans 3 jours est à la portée de personne, etc., etc. Donc, l'information sûre, c'est pas l'information qui est vraie pour l'éternité. C'est une information qui a été produite en s'appuyant sur les connaissances du moment. Et donc là-dessus, je pense que les sites officiels, ceux des agences gouvernementales, ceux des revues scientifiques, ceux des grands hôpitaux, etc., sont les endroits. Méfiez-vous de quelqu'un qui sort une information avec une source qui n'est pas mentionnée ou une source qui, quand vous allez regarder, est en fait une fausse source. Donc tous ceux qui disent référence quelque chose qui a été publié dans une revue scientifique sont des informations plus sûres que celles et ceux qui vous disent il paraît que telle bactérie intestinale est en fait à l'origine de cela, que telle chose, ou etc. etc. Et puis, écoutez les débats. Encore un paquet de questions, hein. Tant que tu ne nous arrêtes pas, on continue. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer la vague de tous ceux qui ne sont pas allés dans les hôpitaux pour ne pas déranger, mais qui sont malades quand même, et ça va aller de moins en moins bien? Alors oui, c'est une de nos grandes préoccupations. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, vous ne dérangerez pas, soit en appelant votre médecin traitant, soit en passant un coup de fil à l'hôpital, soit en allant au service d'urgence si vous en avez besoin, soit en envoyant un mail, soit et on vous dira s'il faut venir ou pas venir. Pendant cette période, on a développé beaucoup de téléconsultations, de choses à distance, à la fois dans la médecine de ville et dans la médecine hospitalière. Et nous sommes en train, à vitesse la plus rapide possible, de pouvoir à nouveau réorganiser nos hôpitaux. Nos hôpitaux ont été totalement réorganisés pour être quasiment des hôpitaux qui faisaient du Covid, mais au passage, ils faisaient encore quelques greffes cardiaques, quelques urgences et ce qu'on appelle la grande garde, qui est que chaque soir, il y a un hôpital qui, pour toute la région, est chargé de prendre toutes les urgences qui viennent des accidents, à fonctionner tous les soirs, sans qu'un seul soir, on manque de place. Donc tout cela continue. Mais effectivement, prendre soin de soi est important et on a cette crainte que beaucoup intériorisent la contrainte et ne prennent pas assez soin d'eux. Et alors par ailleurs, dans la réorganisation des hôpitaux, on est en train de faire en sorte que quand on arrive à l'hôpital, les mesures barrières soient prises, que l'agencement des circuits, des chambres, soit fait de telle sorte qu'on ne transmette pas le Covid à l'hôpital, ce qui serait la pire des choses, mais on s'est organisé pour. Est-ce que tu es fier, Martin, de la façon dont la PHP a réagi à la crise? Première question. Deuxième, est-ce que les missions de service civique à la PHP vont pouvoir reprendre et quand? Et troisième question qui est liée aussi, est-ce qu'il faudrait mettre en place une sorte de service sanitaire comme il existait un service militaire ou comme il existe un service civique pour pouvoir préparer une partie de la population à réagir à des crises comme celle-ci? Alors, fier n'est pas un mot que j'emploie et que j'emploierai. Et voilà, on ne peut pas ressentir de fierté. Ça n'empêche pour autant d'être... moi, je suis plutôt d'abord impressionné par ce qu'ont fait toutes les équipes. Et c'est pas par flatterie à leur égard. Elles ont fait des choses extraordinaires. J'évoquais tout à l'heure le fait que personne n'a dit ça va être le moment de montrer qu'ils n'ont pas été assez attentifs à ce qu'on faisait remonter auparavant. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est effectivement la capacité de tout le monde de travailler avec tout le monde dans cette période-là,
vers un seul objectif, dans des conditions, encore une fois, qui sont extraordinaires. Donc je pense que, mais je pense pas que le mot fierté soit. Je pense que beaucoup peuvent avoir le sentiment, pas la satisfaction, mais le sentiment d'un devoir accompli et d'avoir donné le meilleur de soi-même. Est-ce que le service civique va reprendre à l'hôpital? Je ne vais pas vous dire quand exactement, mais très bientôt. En fait, il a été suspendu par mesure de précaution. Il y a des volontaires en service civique, du coup, qui sont restés volontaires sans être officiellement en service civique. Et merci à eux, merci à tous. De toute façon, je pense que tout le monde a fait des choix qui pensaient être les bons choix. Et est-ce que oui ou non, il faut avoir des volontaires sanitaires? Pour moi, la réponse est clairement oui. Est-ce que c'est un service civique élargi, spécialisé, quelque chose d'autre que le service civique? Je pense évident qu'il faut définir des tas de choses, et pas simplement parce que c'est l'élan aujourd'hui du Covid et que dans un mois ça sera autre chose. Et que je pense que c'est bon et utile de toute manière de pouvoir avoir des personnes capables de se mobiliser et d'intervenir, comme pour les incendies, pour ce type d'incendie que sont les épidémies ou les catastrophes sanitaires. Question encore déconfinement, les écoles et les crèches vont rouvrir. Est-ce qu'il faut envoyer les tout petits dans les crèches et dans les écoles? Est-ce que c'est dangereux pour eux? Est-ce que c'est dangereux pour leur famille? Est-ce que c'est dangereux pour leur entourage? Est-ce que ça refait des foyers de contamination massive? Comment ça marche? Alors, je ne suis pas un spécialiste des écoles et des crèches et des conditions de réouverture des écoles et des crèches, dans lesquelles il y a toutes les séries, les éléments complexes que Claire vient de rappeler, en sachant encore une fois que les enfants sont nettement moins vulnérables que les adultes, qu'il y a encore des questions de savoir si, sans être atteint par la maladie, est-ce qu'ils seraient transmetteurs ou pas transmetteurs. Il y a des choses pas définitives qui sont dites. Et c'est pour ça que je crois que tout le monde s'accorde pour dire que les écoles ne peuvent pas rouvrir comme avant quand elles rouvriront. Du tout le débat de savoir si c'est des petites classes, des alternances, le nombre de groupes, etc., etc. Comment se comportent les parents pour que ça ne soit pas un lieu de rassemblement de parents au moment où on conduit les enfants à l'école. Donc je pense qu'on n'a pas fini ils n'ont pas fini de travailler sur ces questions-là. Et moi, je ne vais pas mettre trop mon grain de sel, parce que je n'ai pas fini de travailler sur toutes les questions que j'évoquais tout à l'heure et qui sont complémentaires de ces questions-là. Est-ce qu'on prend une dernière question pour finir? Si c'est pour finir, j'en ai une. Mais dans ces conditions, avec toutes les mesures nécessaires de précaution, les prochaines universités de l'engagement, ça se fait comment? Ben, elles sont en train d'être faites, les universités de l'engagement. Donc, difficile à dire. Je ne sais pas dire. Ce que je sais dire, c'est que même quand c'est impossible, vous les tenez quand même, que vous avez trouvé un truc absolument formidable pour le faire, qu'on est tous frustrés de ne pas se voir, se rencontrer, et qu'il y aura un moment où on se verra, on se rencontrera, on se parlera sans écran, et que l'Institut de l'engagement saura vivre cette période, s'adapter à cette période, résister à cette période, se renforcer par cette période. Et voilà, et c'est un moment, je ne sais pas qui nous écoute en ce moment-là, mais je pense qu'il y en a beaucoup que j'ai croisés dans d'autres universités de l'engagement. J'aurai plaisir à le faire. Il faudra faire encore plus grand que d'habitude quand on pourra le faire, parce que cet engagement qu'on a en partage, je pense qu'on aura envie de le vivre en vrai et d'attirer de plus en plus de personnes vers la démarche qui est la nôtre et qui est une démarche que beaucoup de gens partagent aujourd'hui. Je pense que personne ne peut ricaner quand il entend le mot engagement. Merci à vous.
Bonne soirée. Merci pour tout. Bonne suite. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Et j'espère que vous nous rejoindrez tous sur les prochains lives de cette première Université de l'engagement. Je crois qu'une belle soirée va suivre. Petite soirée des lauréats de l'Institut bientôt.